Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va expliquer la supply chain de bout en bout, les modèles adoptés par les secteurs travaillant avec du make to order, à savoir automobile, aéronautique et tout autre secteur qui travaille avec ce modèle, dit aussi le flux tiré. Donc, pour le sommaire, il y aura une biographie, la présentation du modèle supply chain adopté par le secteur aéronautique et automobile qui va être réparti en la gestion de la demande, la planification de le PDP, le Material Requirements Planning MRP, ordonnancement et lancement, approvisionnement, préparation matière picking kitting, le contrôle de la production et les principaux indicateurs de performance. Donc, pour la biographie, je suis Zachary Mzian, je suis un ingénieur en génie industriel spécialisé en logistique internationale, promotion 2013, et j'ai eu l'occasion de travailler chez l'ONCF en tant que superviseur d'entrepôt, puis Matis Aerospace en tant que responsable planification et administration des ventes, et Aptiv en tant que coordinateur planning avant de rejoindre le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'abord en tant qu'ingénieur et après j'ai été promu chef de service des locomotives aéronautiques au sein de la direction des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables. Et mon poste consiste à s'occuper des projets en aéronautique depuis la prise de contact jusqu'à la signature du MOU, le Memorandum of Understanding ou le protocole d'accord. Donc, on commence la présentation du modèle supply chain adopté par le secteur aéronautique, tout d'abord avec la gestion de la demande. Pour la gestion de la demande, dans le secteur aéronautique et automobile, la demande est reçue sous forme d'un tableau. Dans les lignes, il y a les références. Dans les colonnes, il y a les dates de livraison souhaitées par semaine. Donc, il y a une période ferme qui diffère d'un secteur à un autre et d'une entreprise à une autre. On a pris dans ce cas une période ferme de 4 semaines. Ce que veut dire la période ferme, c'est que le client n'a pas droit de changer la demande dans cette période parce qu'elle est déjà prise en compte dans nos approvisionnements et peut-être des OF, des ordres de fabrication sont déjà lancés, donc il n'a pas droit de changer. Après la période flexible, il a droit de changer, mais le pourcentage de changement, il est déjà convenu au préalable avec le client. Il ne doit pas être important pour ne pas impacter notre plan de production. Donc, ce qu'on fait pour la gestion de la demande, on compare toujours le plan des commandes reçues. Soi-disant, on reçoit le plan de commande chaque semaine. Donc, on a comparé la semaine N, qui est cette semaine, avec la semaine précédente pour voir s'il y a eu des variations. Donc, dans notre cas, les deux semaines, semaine 1 et 2, pas de variation, mais il y a eu un plus 2 dans la troisième semaine dans la référence 1 et un moins 2 dans la quatrième semaine pour la référence 2. Ce qu'on fait dans ce cas, on contacte le client, on lui demande de rectifier parce qu'il y a eu un changement dans la période ferme. Pour les plus, si jamais le client insiste, il faut voir deux paramètres. Déjà, les approvisionnements. Est-ce qu'on a de la matière nécessaire pour produire ces deux pièces supplémentaires? Et est-ce qu'on a de la capacité chez la production pour les produire? Si on a les deux, OK, on peut les accepter. Si l'un des deux n'est pas OK, on ne peut pas les accepter. Et pour les baisses aussi, on ne les accepte pas. On pourrait peut-être les reporter. Si le client n'a pas besoin de ces deux dans cette semaine, il a dit la semaine dernière qu'il a besoin de 8, mais cette semaine, il demande que 6. On lui demande que les deux sont déjà pris en compte dans notre plan de production. Est-ce qu'on peut les reporter pour la semaine d'après? Donc, il faudrait négocier avec le client, que ce soit les hausses ou les baisses durant les périodes fermes. Pour les périodes flexibles, il faut rester attentif
pour ne pas dépasser le pourcentage de variabilité convenu au préalable. Donc, une fois on a convenu la demande avec le client et on l'a accepté, on peut passer à l'étape suivante. Pour la gestion de la demande, c'est au cas par cas. Il y a des entreprises où une personne ne s'occupe que de la gestion de la demande. On l'appelle administration des ventes, demand planning ou gestion de la demande ou contact client. Et ou dans d'autres entreprises, il y a cette fonction est assurée par le planificateur. Donc, cette fonction peut être assurée par le planificateur comme elle peut être une fonction à part entière. Donc, après la validation de la demande elle est de cette manière, elle est variable. Donc, chaque semaine, pour chaque référence, on a des quantités différentes. On ne peut pas produire ainsi baisser la capacité, augmenter la capacité, baisser la capacité, parce qu'on ne peut pas licencier et recruter chaque semaine, ni augmenter les équipements de production et baisser chaque semaine. Donc, dans l'industrie, on cherche à stabiliser notre capacité pour fixer nos effectifs et fixer nos moyens de production. Donc, ce qu'on fait, il faut calculer la moyenne de la demande sur une période bien définie, 3 mois, 6 mois, pour savoir les effectifs à mettre en place et la capacité à mettre en place. Donc, dans notre exemple, on a la moyenne, c'est le trait pour une référence, la référence 1. La moyenne, c'est 8. Donc, si on produit 8 par semaine, on arrivera à répondre à la demande. Donc, si notre capacité réelle est inférieure à 8, donc on est sous-capacitaire et dans ce cas, il faut combler les dépassements de capacité par des heures sup ou des doublements d'effectifs. Si jamais on a la capacité installée est 10, donc elle dépasse la moyenne de la demande. Donc on est surcapacitaire. Il y aura de la disponibilité dans la capacité. Et naturellement, il faudrait avoir un 10 à 20% de disponibilité pour pallier aux aléas des effectifs, des absences, des empannes, des maintenances préventives et correctives de nos équipements de production et pour être flexible. Donc, idéalement, il faudrait que la moyenne de la demande représente 80 à 90% de notre capacité installée pour ne pas avoir des problèmes. Donc, voilà le PDP. On essaie de lisser la demande sur une période pour avoir une capacité fixe et qui n'augmente pas et baisse chaque semaine. Donc, après le PDP, on le réalise, on l'intègre au système d'information. Qu'est-ce qui se passe? On fait tourner le MRP, le Material Requirements Planning. Qu'est-ce que le MRP? Le MRP, c'est la traduction des besoins en produits finis en des besoins en matière première. Comment ça fonctionne? Chaque référence, elle est composée d'un nombre de sous-ensembles et chaque sous-ensemble, il est composé d'un nombre de composants. Du coup, la nomenclature, c'est de quoi un produit est composé en termes de matière première. Si on prend l'ensemble des références, on les multiplie par leur propre nomenclature, on va obtenir ce qu'on appelle le calcul de besoin brut. Donc, l'ensemble des composants nécessaires pour réaliser le plan directeur de production. Bien sûr, ces besoins vont également être répartis par date. Du coup, nous allons obtenir un tableau. Dans les lignes, on a le composant en question et dans les colonnes, les dates
dans lesquels nous devons avoir la quantité nécessaire du composant pour pouvoir réaliser le plan directeur de production. Le calcul de besoin net, le CBN, c'est le CBB, ça veut dire l'ensemble des composants, moins ce qu'on a déjà, ce qu'on a en stock ou en commande, qui est en train d'être livré par le fournisseur. Donc, lorsqu'on retranche ce qu'on a déjà ou qui est en cours de livraison, on va obtenir ce qu'on doit commander en tant que matière première pour pouvoir honorer nos, pour pouvoir honorer notre plan directeur de production et par conséquent nos commandes. On passe à l'ordonnancement. Qu'est-ce que l'ordonnancement et le lancement? Donc, si on prend par exemple une référence, la référence 1, et on a une quantité de 10 qui doit être livrée le jour 14. On doit la lancer en tenant compte de deux délais. Le délai de production et le délai de livraison. Donc, si on prend par exemple un délai de production de 7 jours et un délai de livraison de 5 jours, donc on doit la lancer au plus tard 12 jours avant sa date de livraison pour pouvoir honorer la commande. Et ce sont les ordres planifiés que le système d'information nous propose. Donc, il tient compte du PDP, de le lead time qui est composé du delivery time, le délai de livraison, et le production time qui est le temps de production. Donc, l'ordonnancement, c'est la transmission d'ordres planifiés en ordre de fabrication. Donc, le système d'information, il applique la règle de PDP moins lead time pour avoir la date de lancement et il propose des dates de lancement pour chaque produit. Donc, ce sont des ordres planifiés. Donc, l'ordonnanceur, il s'occupe du changement d'ordre planifié à ordre de fabrication. C'est l'opération de lancement. Et pour ce lancement, il tient compte des contraintes opérationnelles si jamais on a différentes références à lancer dans une journée. Il faudrait prendre en compte les contraintes opérationnelles, par exemple la disponibilité de matière, la disponibilité de ressources humaines, la disponibilité de l'équipement. Parfois, on joue avec ces contraintes pour classifier les ordres de fabrication dans notre journée. Maintenant, l'approvisionnement. Après avoir effectué notre MRP et on a retranché ce qu'on a en stock et qui est en cours de livraison, le reliquat va être acheté. Donc, l'approvisionneur, il trouve chaque matin les ordres d'achat à passer. Ces ordres d'achat, ils sont influencés par certains paramètres, à savoir la répartition des fournisseurs. Ce qu'on veut dire par la répartition des fournisseurs dans les secteurs automobiles et aéronautiques, pour chaque composant, on a 2, 3 ou plusieurs fournisseurs qui peuvent nous le fournir. Et dans le paramétrage du fournisseur, on lui donne un pourcentage de nos achats en se basant sur la performance et sur plusieurs paramètres qui sont liés à l'évaluation des fournisseurs.
Donc, le système d'information, il répartit les commandes sur les fournisseurs en se basant sur les paramétrages au préalable qu'on a effectués. Autre chose, il se base sur le lead time fournisseur. Donc, si on a besoin d'un composant d'ici 15 jours et son lead time est de 10 jours, donc le système d'information va nous le proposer d'ici 5 jours au maximum. Et un autre paramètre qui est le minimum order quantity du fournisseur ou le MOQ. Parfois, on a besoin, soi-disant, de 30 pièces, mais le fournisseur exige un minimum order quantity de 50. Donc, le système d'information va proposer 50 comme ordre d'achat. Donc, il faut mettre en tête, si un besoin en matière première est à avoir dans une durée inférieure du lead time, donc si un composant, on a paramétré 10 jours pour l'obtenir, 10 jours nécessaires pour que, entre la passation de la commande et la réception effective du composant, et il s'avère, selon le PDP, qu'on doit l'avoir, soi-disant, d'ici 5 jours, c'est ce qu'on appelle une violation du lead time. Donc, on ne peut pas passer par le processus normal de commande. Il faudrait contacter le fournisseur pour voir la possibilité d'accélérer la livraison. Si pas possible, il faudrait demander la possibilité d'avoir une livraison partielle. Si pas possible, il faudrait voir la possibilité de faire des transports express ou chercher d'autres alternatives, des distributeurs qui peuvent nous livrer plus tôt et parfois plus cher, bien évidemment. Donc, autre opération dans la supply chain, après avoir lancé notre ordre de fabrication, deux événements arrivent. Le premier, c'est que la production, elle a une idée sur les ordres qu'elle doit fabriquer. Mais pour que la production pourra fabriquer les ordres, elle doit avoir ce qu'on appelle les kits de matières premières. Chaque produit, comme on a dit, il a une nomenclature, donc il est composé d'un nombre de composants. Donc la production, elle doit avoir un kit qui contient les composants nécessaires pour le produire. Et cette opération, elle s'appelle le picking. C'est la prise des composants de leur emplacement dans le magasin, et le kitting, c'est le préparer dans un kit. Et il y a une opération qui s'appelle la servitude matière. C'est le transfert du kit des magasins matières premières à la ligne de production. Et après, il y a une opération nommée le production control, le contrôle de la production. Ce qui veut dire est la planification et l'obligation de contrôler si la production a bien réalisé son planning. Parce qu'il ne suffit pas de planifier, mais il faut produire ce qu'on a planifié pour répondre à la demande client. Donc, il faudrait suivre en temps réel l'évolution de la production et est-ce que ça répond au PDP, et il faut signaler tout écart pour pouvoir ajuster rapidement et ne pas rater l'indicateur clé, à savoir l'OTD, On Time Delivery. Et en parlant des indicateurs clés, les principaux, ce ne sont pas des indicateurs clés exhaustifs, mais les principaux indicateurs de performance de chaque métier de la supply chain. La gestion de la demande, il y a le forecast accuracy, ça veut dire la précision des prévisions clients. Est-ce que ça évolue ou c'est stable? Parce que la stabilité des prévisions clients est nécessaire pour pouvoir
s'approvisionner en matières premières pour pouvoir planifier correctement. Donc, c'est à peu près la même chose, la demand volatility, la stabilité de la demande. Et après, le customer service level, c'est la capacité, notre capacité à répondre à la demande. Pour le PDP, on a to adherence to production plan. C'est le respect, le taux de respect du plan directeur de production par la production. C'est l'indicateur du production control. La capacity utilization, c'est ce qu'on a dit auparavant, de la moyenne des commandes doit être inférieure à la capacité pour pallier aux aléas. Elle doit se situer entre 80 et 90%. Schedule stability, c'est la stabilité de notre planning. Il ne faut pas changer tout le temps pour ne pas chambouler la production. Pour le MRP, puisque ça concerne les composants, on a toujours besoin d'une visibilité sur la couverture de stock. Donc, le stock qu'on a en composants, il couvre combien de jours de production. Et le stock accuracy, puisqu'on a un stock physique et un stock informatique, il faudrait avoir une accuracy élevée. On devrait toucher les 100%. Et pour pouvoir pallier aux écarts, on effectue régulièrement des inventaires tournants. Pour l'ordonnancement, c'est la même chose. C'est le schedule adherence. C'est le respect de l'ordonnancement par la production et combien d'ordres de fabrication ont été réalisés dans les délais. C'est le work order completion rate. Pour l'approvisionnement, il s'occupe de la partie fournisseur. Donc, supplier on-time delivery, c'est la performance délai du fournisseur. Et supplier quality rate, c'est la qualité des composants. Pour le picking, kitting, c'est kit accuracy. Est-ce qu'on a les bons composants dans notre kit? Il n'y a pas d'erreur. Le kit preparation time, combien de temps ça nous prend pour préparer un kit? Et la disponibilité de la matière pour la production. Pour le contrôle de production, c'est l'accuracy entre production and planning. Donc, c'est production output versus planning. Il faudrait toucher les 100%. Voilà pour les principaux indicateurs de performance liés à la supply chain. Bien sûr, ici, on n'a pas abordé le volet transport, qui est une partie intégrante de la supply chain, que ce soit le volet approvisionnement, parce que ça dépend des incoterms utilisés par les approvisionneurs acheteurs. Est-ce qu'on assure le transport nous-mêmes ou le fournisseur? Et d'autre part, ça dépend des incoterms de vente de nos produits. Est-ce qu'on s'occupe des livraisons des produits ou c'est le client qui s'en occupe depuis notre usine? Et là, c'est le rôle du transport pour assurer la disponibilité matière et pour assurer la livraison à temps de nos produits finis. Donc, en conclusion, la supply chain dans les secteurs aéronautiques et automobiles est un métier stratégique et un métier qui pourrait aider l'entreprise à réaliser ses objectifs financiers ou qui pourrait détruire l'entreprise en cas de problème et causer les pertes de clients en cas de niveau de service bas. Donc, chaque métier cité est un métier qui doit être maîtrisé. Les métiers entre eux doivent être synchronisés et sous la casquette d'un supply chain manager qui est l'arbitre
entre les différents métiers. Il faudrait chercher l'optimum total et non pas chaque métier cherche son propre optimum parce que l'optimum total dépasse toujours la somme des optimums locaux. Et c'est la supply chain qui pourrait définir ou aider un fournisseur à être choisi par un grand donneur d'ordre ou pas. Parce que dans l'industrie aéronautique et automobile, c'est le temps, c'est de l'argent. Chaque composant, chaque produit commandé, il concerne un appareil qui est en train d'être monté dans la ligne de production chez le client. Donc, toute livraison ratée causera un retard de livraison. Et dans le cas de l'aéronautique, chaque avion commandé, il correspond à une ligne chez une compagnie aérienne qui doit être lancée ou qui est planifiée. Et chaque jour de retard pourrait être facturé à des centaines de milliers d'euros. Donc, l'erreur n'est pas autorisée dans ce secteur. L'automobile, il est d'une exigence élevée, peut-être un peu moins que l'aéronautique, mais c'est de même tout produit tout produit commandé, il concerne une voiture qui est en train d'être montée dans une ligne, dans une usine du fournisseur. Donc voilà, c'est tout. L'aéronautique et l'automobile, ce sont des secteurs clés du Maroc et la maîtrise de la supply chain est indispensable pour la réussite de ces deux secteurs.